pas certain que la nouvelle a été couverte avec suffisamment d'importance, mais vous avez vu que le Maine est fermé. Ben oui, j'ai vu ça. Mm-hmm. Où est-ce que tu vas aller chercher ton smoke meat En face. maintenant? Chez Schwartz. Ouais, mais il y a d'autres options. Ouais, mais il me semble qu'il y en a d'autres qui ont fermé récemment aussi. Le Maine, je pensais que tu parlais de l'État. Je disais, qu'est-ce que c'est? Attends, le Maine est fermé. Je lis New York Times. C'est rendu 49 États américains. Ils sont tellement maintenant. élitistes dans le New York Times, ils ne parlent pas des États secondaires. Non, le restaurant. Ah oui, j'ai vu ça. Je trouve ça dur, moi, Y ces allais-tu, affaires-là. C'est de ma faute, là. J'y allais pas si souvent. J'y allais jamais. Mais j'y allais quand même plus souvent qu'en face, n'empêche. Ah oui? Oui. Il me semble qu'il y a une tendance à la disparition des restaurants. Oui, il y a exact. C'était le restaurant préféré de Justin Trudeau. Il a même fait un je savais commentaire pas ça. sur les réseaux sociaux. Hein, Ah oui? disant que c'est la meilleure viande fumée. C'était, disons, de niveau. Il y a comme un genre de... Parce qu'on parle souvent de poutine. Je me rappelle pas qu'on ait parlé de smoke meat. On l'a peut-être fait, remarquer. C'est pas un gage de rien. Mais non, moi, je pense que, mettons, Lester's, Schwartz, Snowden, Maine, c'est pas mal toute la même gamme. Disons ça comme ça. Mais c'est toujours triste, le départ d'une institution. Exactement. Comme Moishes, il y a quelques années. Oui, en face. On était allé... c'est vrai! On était allé faire le souper d'adieu. C'était pour ça qu'on était là? Ben, c'est parce qu'on s'était dit, ça va fermer bientôt, chance, ouais. Alors allons-y, C'était abordable en plus. Puis nous autres, on est très, comment dire, on avait sauvé de l'argent cette fois-là. Oui. On est bon pour se restreindre. On fait dans la restriction et dans la privation. Mais t'as raison, c'est ça. Moi, je regrette toujours de ne pas être allé. Au moins, là, je suis allé, mais il y en a une autre place qui a fermé il n'y a pas si longtemps, puis je n'étais jamais allé, puis je me dis, c'est comme une occasion ratée. Le jardin Tiki? Je pense pas que c'est cette place-là, non. Mais enfin, repose en paix, le Maine. Puis, comme si la ligne du Schwartz en avait besoin, elle risque de se retrouver augmentée. L'action du Schwartz. Les actions du Schwartz sont en hausse. Ça a été vendu, vous vous souvenez? On était dans les millions, de dollars. Ouais. C'est Renan Angelil qui avait racheté. Ça se peut. Je te crois sur parole. C'est la petite histoire. La petite histoire du délit montréalais. Alors, si vous nous écoutez de Abu Dhabi, on vous salue. Aujourd'hui, pour ou contre Matvei-Mishkov à Montréal, la marmite est à gros bouillon à Toronto et il y a quelque chose qui pue à Chicago. C'est tellement OK, épisode 236. Avec le fin gourmet et journaliste affecté aux affaires du hockey et de la LNH, M. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Et notre chroniqueur principal, fin gourmet. Fin gourmet. Gourmet. Enthousiaste de la chose. J'ai nommé M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. First off, just my will to get better, and that's something that I take a lot of pride in, and I love to practice the game and try to improve, and I think in games, my competitiveness, and I love to be creative, trying to make plays, and I think, but overall, it's just I think it's hard for me to give kind of a scouting report on myself, but just my will to train it and get better and stuff. À Connor Bedard, juste avant que le choix, enfin que le résultat de la loterie soit annoncé, parce qu'il y a une chronologie. Ce qu'on a vu, nous, C'était pas la réalité. C'était pas non, il y a plusieurs gens d'ailleurs qui font cet argument-là. Je se demande jusqu'à quel point c'était pas la réalité. Ridicule. Voilà. Alors, c'est réglé, c'est ridicule. Prochain sujet. Bédard qui disait, donc, on lui demandait c'était quoi ses plus grandes forces, son désir de s'améliorer et d'être créatif, si je paraphrase rapidement. Ridicule, Martin, vas-y, élabore. Qu'est-ce qui est le plus ridicule? Les théories du complot en général. Oui, OK. Oui, parce que là, il faut arrêter de niaiser. Il y a beaucoup d'argent impliqué. Il n'y a pas personne. Il y a des firmes d'avocats, de comptables qui surveillent le processus. Là. Voyons donc voir si, je ne sais pas, moi, vous êtes le propriétaire qui dépense beaucoup d'argent, là, puis n'a pas tant de retour sur son investissement. Ce que je veux dire, c'est que ces gens-là s'assurent Il n'y a personne qui dépense beaucoup d'argent dans la Ligue nationale de hockey. Non, mais enfin, là où je veux en venir, c'est qu'il y a des gens qui ont des intérêts économiques à protéger. Là. Oui. Tout ça est surveillé. Exact. J'ai fait une bonne blague, vous ne l'avez pas relevée, mais... Vas-y. Tu t'as demandé qui dépense beaucoup d'argent n'a pas beaucoup de retour. J'ai dit TVA Sport. Oui, c'est ça. TVA Sport, ils regardent ça. Là. Enfin, peut-être pas, là, mais...
Exemple. Donc, les théories du complot, c'est réglé. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de plus ridicule? Est-ce que c'est le clin d'œil ou le coup de pied au derrière du destin? Parce que c'est bien plate, mais l'équipe qui a le plus craché dans la soupe de la compétitivité, j'entends par là, qui a vraiment fait une vente de feu pour vraiment avoir une mauvaise place au classement, a été récompensée. Oui, bien, clairement, là, on s'entend, il n'y a aucune équipe qui a fait une démonstration plus claire l'été dernier de sabordage. Ça a été un ménage... odieux, enfin. Écoute, étonnant pour beaucoup de gens. Là, il y a des équipes qui sont en fin qui sont empêtrées dans un cycle non compétitif, qui à un moment donné laissent partir des vétérans et disent là, on repart avec la jeunesse. Mais là, les Blackhawks avaient laissé partir plein de jeunes. des jeunes de moins de 25 ans là, qui étaient extrêmement talentueux. Alors, c'était clair. L'affiche était sur la porte, là, dire on démolit. Et ils ont été récompensés pour ça, mais cela dit, ils n'ont pas été les seuls à faire ça. Les Ducks d'Anaheim, la saison dernière, avaient connu une première moitié de saison incroyable. On disait que cette équipe-là est en ascension. Il y a beaucoup de bons jeunes et ils ont fait un petit peu de rétro-pédalage. Ils ont eu la pire saison de l'histoire de la concession, alors que ils étaient mieux équipés que ça. Là. Mais reste qu'il n'y a pas eu de vente, de feu à Anaheim, même que c'est pas l'été dernier qu'ils ont embauché John Klingberg. Ça ressemble à en sachant qu'il allait l'échanger. Le pédler, si ouais, tu me permets. Ils savaient qu'ils allaient l'échanger, en fait, et justement, aller chercher acquérir d'autres actifs à la date limite des transactions. C'était le plan depuis le début. C'est ça le plan. C'est un contrat d'1 an. Ils ont laissé Dallas Eakins en poste alors qu'ils savaient probablement qu'il n'était pas leur homme. Mais en tout cas, peu importe, on s'entend, même le Canadien, on savait qu'il n'avait pas d'intention de compétitionner au maximum au début de la saison. Les Coyotes, donc les Blackhawks n'étaient pas seuls, mais les Blackhawks l'ont fait vraiment de façon extrêmement ouverte. Ouais, échanger un jeune centre droitier de 6 pieds 4 pouces de 21 ans, talentueux et avec un certain sens de la combativité, alors que tu affiches la reconstruction très clairement, ça me semble un petit peu antinomique là, avec ta thèse de base. Donc, c'est incompréhensible. Puis pour les mêmes raisons, moi, ça me dégoûte un peu que le sort les ait favorisés parce que ça alimente le cynisme, disons. T'sais. Comment on le sort? T'aurais pu, le sort aurait pu se forcer. Tu sais déjà qu'on n'est pas dans une période des plus... Le sort aurait pu se forcer. Ouais, les Ducks, je pense pas qu'ils ont autant voulu être mauvais que les Blackhawks. Évidemment, ils ont fait le ménage, puis, mais il y avait de très bons joueurs qui étaient là quand même, qui continuaient à performer. Trevor Zegras, McTavish, Terry et compagnie. Si on avait voulu faire comme les Blackhawks, on les aurait renvoyés dans la Ligue américaine en disant « Hey! » Comme Chicago faisait avec Lucas Reichel, parce que Reichel a été rappelé, je pense, en janvier la première fois. Il marquait des buts, on l'a renvoyé dans la Ligue américaine. « Hey! C'est malade! » Tu cadres pas avec notre culture cette année. Alors, c'est pas pour dire que les Ducks sont bien... c'est pas un modèle d'organisation là, actuellement, ou de gestion plutôt. Mais je trouve pas que le sabordage a été aussi cynique et ridicule que ce qu'on a vu à Chicago. C'est une équipe qui a beaucoup échangé ses défenseurs sur de nombreuses années, là, en voyant qu'ils étaient exclus des séries éliminatoires. Ça a commencé avec Sami Vatanen, Shea Theodore. Ça s'est poursuivi avec Josh Manson, Maura, Marcus Peterson. Il en fournissait pas mal. Quand même, Hampus Lindholm. Tu fais du name dropping. Oui, c'est ça. Oui. Ça, c'est la grosse vedette, ça. Marcus Peterson. Il y a à peu près tout le monde, toute cette brigade défensive-là, et c'était une de leurs forces, là, un peu comme Nashville, d'en trouver, d'en dénicher des repêcheurs, des défenseurs et de les développer et tout. Il y a juste Cam Fowler qui est resté. Mais quand même, ça a été moins sciemment orchestré que ce qu'on a vu ailleurs. Les Blue Jackets ne s'attendaient absolument pas à être là, je pense, en début de saison. Non, eux, ils ont eu une avalanche de blessures. Exact. Ils en sont arrivés à ça, mais c'était pas quand vous allez offrir un contrat de près de 10 millions par année à Johnny Gaudreau sur le marché de l'autonomie, mais c'est parce que vous vous attendez à être compétitif. Là, exact. Et donc là, on est ailleurs. Je lisais des commentaires d'amateurs sur Twitter qui dit le Canadien a fait pareil l'année passée. Je m'excuse, le Canadien, c'était pas
Au début de la saison, on attendait les séries éliminatoires. Ils arrivaient de la Coupe Stanley. Ben oui, c'est ça. Ils voulaient être compétitifs. Ils ont été frappés dans le front avec une avalanche de blessures puis de toutes sortes de problèmes internes qui ont fait plonger l'équipe. Dans ce temps-là, quand c'est une équipe comme ça qui récolte le premier choix, tu te dis, bon... C'est ça l'idée. C'est correct. C'est ça l'idée. Mais ça montre à quel point, même avec la loterie, même si on essaie d'atténuer les chances de décourager les équipes, de couler au classement, le retour, quand il y a un joueur d'impact, un vrai joueur de concession qui est disponible, le retour est tellement important que les équipes sont prêtes à courir le risque. C'est un gros risque. Là. Les Hawks avaient 11,5 des chances. C'est à peine plus que le Canadien. Là. C'est une chance sur quoi? 9 environ? Chance sur 9. Donc, c'est étonnant, en fait, que ça ne décourage pas plus parce que les Maple Leafs, les Ducks avaient 25,5 L'année des Maple Leafs, si ma mémoire est bonne, c'est une autre formule, c'était 20 quand ils ont repêché Matthews. Austin Matthews, ils avaient fait toute la démarche, le Shanaplan, là, on coule, on reste dans le bas dans le bas du classement. Mais je donnais l'exemple dans mon texte hier, si on regarde juste ce qui s'est passé, l'effet que Crosby a eu à Pittsburgh, la quantité d'argent que ça provoque, que ça fait pleuvoir sur une organisation, ça le compte pendant 14 années de suite. À Pittsburgh, la concession la valeur de la concession qui monte en flèche de plusieurs centaines de millions de dollars, 3 Coupes Stanley. C'est tellement gros que ça fait en sorte que tout le monde veut tenter sa chance. C'est ça, à 10 de chance. Ça reste, c'est ça. C'est excessivement tentant. Oui, il va falloir s'y attaquer. Je pense que ça n'a pas l'air d'être du tout dans les intentions de la Ligue, là, mais ce serait préférable qu'ils s'y attaquent d'une façon ou d'une autre. Qu'ils essaient de trouver une autre formule. Je n'ai pas de proposition, je ne sais pas comment faire. Mais tu disais que ça fait la 5e formule depuis que... Oui, on a changé 4 fois les règles, depuis 1995. 5e formule, à part il y a eu une adaptation spéciale pendant la pandémie, si ma mémoire est bonne. Oui, pour 2020. Puis après l'année de lockout, en 2004-2005, comme il n'y avait pas eu de saison, c'est une vraie loterie. Tout le monde était éligible. Donc, ça fait 7 formules, mais 5 en temps normal. Fait que c'est ça. Et il y a eu toutes sortes d'idées qui ont été avancées au fil des ans. J'ai plusieurs idées qui se bousculent dans ma tête, mais ça me fait penser à l'année où Mario Lemieux était éligible au repêchage. Et le dernier match de la saison, si ma mémoire est bonne, c'était les Penguins de Pittsburgh contre les Devils du New Jersey. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de loterie. C'était celui qui finit dernier à le premier choix. Si les Devils perdaient le dernier match de la saison, ils avaient Mario Lemieux. Et ils l'ont gagné. Quelle démonstration! Non, mais quelle démonstration d'intégrité quand même! Mais, ils ont repêché Kirk Muller, ils ont eu Kirk Muller, mais ils ont gagné des Coupes Stanley. Ils ont fini par gagner des Coupes Stanley pareil. Mais quelle démonstration. Aujourd'hui, oublie ça, ce match-là ne serait même pas terminé encore. Les gars resteraient en arrière de leur but avec la rondelle. Alors, donc les temps ont changé. Là, c'est vraiment la question monétaire est très importante. Puis il y a une idée qui avait été lancée par un observateur de la NBA il y a une dizaine d'années, puis je trouvais tellement que ça avait du bon sens. C'était une espèce de roue, parce qu'il y a 30 équipes dans la NBA, mais là, mettons, appliquons-la sur 32 équipes. C'était une espèce de calendrier sur 30 ans prédéterminé qui faisait en sorte que chaque équipe, à chaque 5 ans, tu étais assuré d'avoir un choix dans le top 6. À chaque 5 ans, tu avais un choix dans le top 12. Et la roue tournait comme ça, et tu pouvais savoir 10 ans d'avance quand tu allais avoir le premier choix au total, mais ça permettait quand même à chaque équipe d'avoir un choix intéressant tous les 5 ans, puis un top 12, c'est intéressant, puis un top 18, c'est intéressant. Et comme ça, tout le monde le sait d'avance, mais comme ça, tu ne peux pas toucher à l'intégrité des matchs qui sont disputés parce que tout le monde est obligé d'y aller. Tout le monde est obligé d'y aller à la vie, à la mort, parce que ça va te donner aucun avantage de couler au club. C'est une bonne proposition, effectivement. Et tu peux échanger, ça peut faire partie des transactions. Là, tu dis, un gars a le choix numéro 4 dans 3 ans, puis tu veux aller chercher un gros joueur. C'est exactement. Je te donne le choix numéro 4 dans 3 ans. Ça, je trouvais que c'est un bel outil de planification qui punit pas les directeurs généraux qui sont performants, qui réussissent à monter des équipes gagnantes, qui leur permettent de mettre en valeur leur talent, mais
qui protège l'intégrité de la Ligue. Et là, c'est une farce cette année. Tu as à peu près le quart des équipes de la Ligue nationale qui s'en allaient dans une direction pendant que tout le monde essayait d'aller dans le haut du classement. Et les partisans qui ont accepté ça en large partie aussi. Ça, c'est quand même assez triste. Avez-vous compris, les partisans, c'est de votre faute. Parce que là, je pense que il y en a qui rêvaient à ce que le Canadien gagne les 2 choix, là, quand celui des Panthers était top 10 à peu près. C'était mon idée. On va gagner 2 fois, Bédard et Fantilli, c'est réglé. Je disais, hey, on va 1 et 2. Ouais, on est loin de ça. Ça va être 5 et 29 au moins. Ce qui est intéressant, mais c'est autre chose. T'sais. Puis c'est ça. C'est dommage de voir qu'on en est rendu là parce que les probabilités sont même pas en faveur de. T'as beau terminer dernier, t'es loin d'être assuré de quoi que ce soit. T'sais. Je repassais les 27 loteries, là, si on exclut le lockout et tout ça. Puis à 10 reprises seulement, l'équipe qui a terminé au dernier rang a remporté la loterie. C'est arrivé plus souvent que ça qu'ils ont eu le premier choix, genre 12 ou quelque chose comme ça, parce que il y a des équipes qui peuvent remporter la loterie, mais pas pouvoir bondir suffisamment. Donc, on pas. Et l'exemple numéro 1, c'est la toute première loterie en 1995. Les Sénateurs avaient terminé dernier et à ce moment-là, dans la première version, c'était juste les 5 dernières équipes qui avaient le droit de repêcher premier. Donc, tu bondissais au mieux de 4 ans. Les Kings avaient gagné la loterie, ils étaient 7e. Ils ont repêché 3e, donc Ottawa avait gardé finalement sa première sélection. Ouais. Et on avait choisi Aki Petteri Berg. Ah oui, ben c'est ça. Chez les Kings. Oui. Ouais. J'allais dire, le scénario que tu évoques, Martin, avec un calendrier préétabli, il me semble qu'en plus de, de préserver l'intégrité du jeu, moi, si j'étais un propriétaire d'équipe, je reviens souvent à ça. Hein. Je pense que c'est un fantasme. Ouais. Mais là, maintenant, tu es entrepreneur. Là, tu commences à te sentir dans la peau. Donnez-moi 3-4 ans, puis je vais faire je pose mes pions. Mais il me semble qu'il y a là des éléments pour convaincre aussi les propriétaires parce que c'est égal. T'sais, il doit y avoir des propriétaires, tu disais, ça punit les DG qui sont performants. T'sais, il doit y avoir des propriétaires que c'est ça, ils veulent un DG performant, ils veulent une équipe performante, puis s'ils peuvent avoir un choix de premier tour une fois aux 15 ans, ben, c'est en faveur, je pense. Ben, à tous les 5 ans, en fait, tu pigerais dans le top 6, ça, c'est très intéressant. Ben oui, absolument. Le but de donner le premier choix au total à une équipe de bas de classement, c'est d'équilibrer les forces dans la Ligue nationale. Mais si tu as des équipes... Les Hawks vont rester mauvais longtemps. Mais ça équilibrera pas grand-chose. Mais si tu as des équipes qui font exprès pour couler au classement, pour aller chercher le premier choix, ton équilibre, il n'est pas là. Tu as des gens qui déséquilibrent volontairement le système. Exact. Et je pense que c'est à complètement repenser et rediscuter parce que moi, je trouve qu'on vit dans une époque complètement folle où les gens sont rendus, on dirait, plus accros au rêve d'aller chercher, de peut-être gagner la loterie, d'aller chercher le premier choix, que de voir une saison de hockey décente. C'est 82 matchs, là. Ouais. Ouais. J'espère que cette folie-là est terminée, là, du moins à Montréal. C'est sûr que Bédard... Bédard, c'était Bédard. Bédard, c'était Bédard. Bédard, c'est Bédard. Puis là, il n'y a pas de ça à l'horizon. J'espère que les gens vont vouloir que l'équipe aille dans la bonne direction et qu'on sera peut-être un peu moins tolérant à partir de maintenant. Les billets ne sont pas moins chers quand les directeurs généraux décident de couler au classement. Là. Les gens paient le gros prix, les diffuseurs paient le gros prix. À un moment donné, il faut respecter. On se coltine des pubs de paris sportifs à toutes les 20 secondes pour payer ça. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, on a demandé... on est de retour sur Twitter. Oui. Mais j'ai peut-être pas... Enfin, pour l'instant. Donc, on vous demandait, via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, selon vous, le problème avec la loterie du repêchage est... Alors, Jean-Sébastien, sur le book, dit « C'est un événement drabe au possible. Sortez le boulier au moins. Il y aurait un peu d'action. Et puis, éloignez Bill Daly, le croque-mort en chef. » C'est vrai qu'il n'est pas super télévisuel. On a retrouvé Lise Lapointe ou Magdalena qui faisait les tirages de l'Auto-Québec. Oui, c'est ça. Yves Corbeil. Avec Yves Corbeil, ça serait bon. Toujours sur le book, Benoît dit « Pourquoi on ne voit pas le boulier? J'aimerais savoir les boules qui sortent et tout. » Ça revient, ça, souvent. C'est vrai que le spectacle en soi est un peu... Non,
Éric dit, il n'est pas partial envers le Canadien, et c'est vrai. Arnaud dit, le tirage n'est effectué ni par Alexandre Coupal, ni Alexandre Gascon, ni Martin Leclerc. C'est notre préféré, lui. Puis, oui, c'est ça. Voilà. Si vous voulez passer dans le segment, vous savez quoi faire. Et sur Twitter, Pierre dit, bon, pour un bon divertissement, il devrait s'inspirer de la poule avec notre bon ami Guy Mongrain. C'est ça l'exemple que vous cherchiez. C'est spectaculaire. C'est ça, le meilleur exemple. Ça serait cœur. Bill Daly ouvre un œuf, puis là, t'as la bobblehead du joueur. Avec le chandail. Oui. Quand Bill Daly est arrivé au 5e échelon, c'est le logo du Canadien qu'il y avait sur son carton. Certains disent, c'est le pire! C'est la 5e sélection. Non, c'est la pire parce que là, il va rester juste Matvei Michkov. Puis là, son père, que c'est louche. Puis qu'est-ce qu'on va faire? C'est peut-être là que le repêchage commence vraiment un peu comme quand le Canadien détenait la 3e sélection en 2018. On savait que c'était là que le repêchage commençait, entre guillemets, là, parce que c'était clair Dahlin au premier rang, c'était clair Svechnikov au deuxième. Ouais, c'est vrai, ouais. Et à partir du 3e rang, tout était dans l'air. C'était un bon. Et là, ça va. Un bon parallèle. Ce sera vrai si. Michkov n'est pas repêché entre guillemets, avant. la logique est respectée. Ouais, Ouais. c'est ça. Parce que moi, je peux voir une équipe comme les Sharks de San Jose peut-être prendre ce risque-là dans un autre marché, là, on s'entend, qui eux aussi en sont au début de leur reconstruction, qui n'ont pas l'air d'être pressés pour le moment. Reste que c'est un risque immense, puis Kent Hughes marchait sur des œufs, justement. Là. Ouais. Pas ceux de Guy Mongrain, mais des vrais. Et puis, c'est pas... je ne saurais pas quoi faire. Il y a des gens qui faisaient le parallèle avec Kirill Kaprizov. Il faut arrêter. Là, il a été choisi au 5e tour, Kirill Kaprizov. Ouais. Là, on parle du 5e choix. Ouais. Donc, c'est Mais un là, risque. mais C'est ça- un risque c'est quoi dont le tu- risque? C'est quoi le risque? C'est une belle mesure d'atténuation du risque, le prendre au... C'est ça. Ça Absolument. illustre à quel point Oui, la prime de risque est importante. là. c'est ça. Faudrait juste pas qu'ils finissent par débarquer dans la Ligue nationale dans 3 ans puis qu'ils deviennent le nouveau Kirill Kaprizov, mettons. Là. C'est sûr qu'à ce moment-là, et que le Canadien l'ait laissé passer. Mais là, comment c'est dire? parce qu'il y a C'est plusieurs, tout à fait un scénario, il y a plusieurs drapeaux rouges dans la mesure où, premièrement, les dépisteurs qu'on dit, les crossovers, là, ceux qui se promènent de région en région puis qui ont un portrait, une vue un petit peu plus d'ensemble là, de la situation du repêchage, ben, ne peuvent pas aller le voir jouer en Russie. Ouais. Déjà, alors, il y a beaucoup moins d'observations sur place. On fait de la vidéo, mais tous les recruteurs vous diront que c'est pas exactement la même chose. Il faut s'en remettre complètement à l'opinion de votre recruteur russe. On n'a pas pu le comparer à ses pairs. Pas pu le comparer Sur à la ses scène pairs. Les internationale. tournois internationaux ne sont plus... les Russes n'y participent pas. Donc, il y a plusieurs facteurs comme cela. Le fait que son père ait été retrouvé mort dans des circonstances nébuleuses à 51 ans dans un ruisseau à Sochi, je veux dire... Ça, moi, c'est la vraie. Moi, c'est la vraie chose. Ça doit Pas juste alimenter non Mais- pas juste la suspicion, mais tout ce qui est les extra interrogations. hockey. Ouais. Mais moi, si c'était pas de l'extra hockey, donc ça et d'autres Et choses il est qu'on lié entend. à Saint-Pétersbourg jusqu'en Mais 26. moi, je vois pas de problème avec ça. Si c'est un espoir, il y a des gens qui disent que c'est supposé d'être le plus c'est talentueux ça. après Bédard. Bon. ouais. Mais il arrivera quand il arrivera. Moi, Non, parce je que vois pas de risque on là-dedans. parlait de Connor Bédard quand il avait 14 ans. Là. Mm. Et puis très rapidement, Matvei Michkov est entré dans C'est cette apparu, c'est discussion-là aussi. Ouais. Et on disait il va en avoir 2 extraordinaires dans ce repêchage-là. Après ça, Fantilli s'est ajouté à la discussion et tout, mais depuis longtemps, on dit qu'il y a 2 joueurs extraordinaires dans ce repêchage-là et que l'autre, c'est Michkov. Jusqu'à quel point c'est vrai, maintenant, c'est difficile à dire parce qu'il y a trop peu de gens qui l'ont vu jouer. C'est un sport à développement tardif. Et là, il y a beaucoup de temps qui a passé depuis que... Michkov on a commencé à quoi, à 15-16 ans, à dire qu'il Moi, était... à peu près 15 ans. Là, ouais. On verra ce que ça donnera, mais l'histoire, c'est ça. L'histoire de... On s'entend, son père, ce qu'on entendait, des rapports provenant de Russie, que le père a été victime d'un assassinat. Il y a toutes sortes de choses glauques qui se passent autour du hockey en Russie. Est-ce qu'on tentait de faire de l'extorsion? Est-ce qu'on a voulu le punir parce qu'il voulait s'en venir tout de suite en Amérique? Les Russes finissent par arriver en Amérique du Nord, mais est-ce que tu es prêt à attendre 3 ans? Puis, moi, il y a une chose, je trouve, qui milite pour le Canadien, c'est que, bon, si tu repêches un Russe, il faut que tu sois bien branché là-bas. L'organisation du Canadien a toujours eu, je pense, des bonnes relations avec le hockey russe.
Tu as Vincent Riendeau qui a joué au hockey en Russie, qui connaît bien, qui a été souvent en Russie dans sa vie, qui est bien branché là-bas. Mais le recruteur en chef, un des deux directeurs du recrutement amateur, Nick Bobrov, est russe aussi. Donc, si jamais ils font ce pari-là, on va savoir que c'est une décision éclairée puis qu'ils savent qu'il va arriver en telle année et qu'ils ont eu, je pense, tout accès à toute l'information qu'ils voulaient avoir. Mais de l'autre côté, Kent Hughes, depuis son arrivée, a toujours insisté sur le fait que c'est important d'avoir une relation. Quand il parle de relation, il disait que c'est important d'avoir une relation de longue date ou une connaissance de longue date du joueur. C'est donc d'avoir pu l'épier pendant une longue période, pas juste l'année avant son repêchage. Et ça, c'est une part de risque. Il a l'air assez interventionniste aussi en matière de recrutement. Il se déplace, il va voir les matchs, il a une connaissance d'un certain pan de la QV de cette année, une connaissance personnelle. Alors ça, je pense que ça va, ce facteur de risque-là, je ne suis pas sûr qu'ils vont vouloir le jouer. Puis si tu es pour attendre 3 ans d'avoir un joueur, ben, il n'est pas à Montréal. Là. Fait que ton équipe, tu sélectionnes 5e au repêchage, mais tu n'as pas de progrès. En même temps, il n'y a pas de place là, sur l'alignement l'année prochaine. Là. Regarde ça. Là. C'est vrai, c'est plein. Tant que Joël revient, là, Joël, c'est pas vrai. Là. Il y a une fine connaissance, Hughes, des joueurs américains particulièrement là, de cette QV-ci, Amérique du Nord, ou plus nord-est des États-unis plutôt. Là, ouais, il l'a dit lui. Non, mais quand même. Le quartier, il l'a dit c'est quoi le lui-même. quartier dans Boston? Il y a une rue, c'est un coin de rue. Lexington, non, je sais pas. J'ai essayé quelque chose. Mais ouais, donc c'est sûr que si Will Smith est encore disponible, je pense que ça m'apparaît assez clair qu'ils vont sauter dessus. Il y a plusieurs, j'ai vu que Martin, tu l'avais mis dans tes notes, moi aussi je me suis fait dire la même chose. Il y a plusieurs joueurs de grand talent cette année, des attaquants surtout. De ce qu'on me dit, c'est parmi les 8, 10, 12 premiers, c'est une QV qui est exceptionnelle, qui est de grand talent. Après ça, ça se compare aux autres de ce qu'on en sait jusqu'à présent. Ouais. Mais c'est pour ce qui est de la fine fleur, là, ce serait supérieur à la moyenne. Il y a plusieurs de ces joueurs-là qui auraient été sélectionnés au tout premier rang l'année dernière, par exemple. Moi, on m'a dit les 8 premiers auraient été devant Slavkovski l'année passée. C'est ça. Ça varie. Il y en a qui m'ont dit de 5 à 7, ça dépend, mais on est dans ces eaux-là. Alors, peut-être que le Canadien, dans l'éventualité où Bédard, Fantilli, Carlson et Smith sont partis, parce que c'est de ça dont on parle, là, les 4, et là, le Canadien se retrouverait avec le dilemme, la décision à prendre. Michkov ou ne pas Michkov. Exact. Alors, s'ils sont vraiment à l'aise avec avec Dalibor Dvorsky, par exemple, ou David Reinbacher. On va prendre Dvorsky, Dalibor. C'est comme un jeu de mots. Ouais, c'est pas si mal. Je l'ai pratiqué toute la semaine. Mais... Non, c'est pas super. Mais Dalibor l'info pour les amateurs les amateurs de RDI. Bon, on s'égare. Tout ça pour dire que s'ils sont vraiment à l'aise avec un autre de ces espoirs-là, ils vont le prendre, tu sais. Bon, et voilà. Ouais, okay. Mais je me suis levé très niché, là. C'était très niché cette blague-là. C'est pour le recoupement des 3 auditeurs qu'il y a entre Tellement Hockey et d'abord l'info à RDI. OK, juste finir là-dessus. Moi, j'ai lu que Bobrov était peut-être allé le voir. Je sais pas. Parce qu'il a le passeport russe. Je sais, on ne sait pas. Bon, okay. S'il a pu le faire, je suis certain qu'il l'a fait. C'est ça, hein? Ouais, OK. Et justement, on aura des éclaircissements. Parce qu'il y a aussi d'excellentes statistiques dans la KHL. Là. Il y a 20 points en 27 matchs. Les joueurs de 18 ans, d'habitude, un ne joue pas et ceux qui jouent n'arrivent pas à produire vraiment. Là. Donc, c'est particulier. Et ça appuie la prémisse de départ qu'il y a 2 joueurs exceptionnels dans cette cuvée-là. Puis l'autre... Mais moi, depuis Eeli Tolvanen, les statistiques de la KHL, j'ai toujours une petite... Eeli, moi, je me rappelle de lui aux Jeux olympiques, surtout. Oui, bien... On était ensemble, on se disait « Wow! » Ça va bien avec le Kraken, par Eeli exemple. Tolvanen, premier choix des Prédateurs de Nashville, c'est ma mémoire est bonne à l'époque. 30e au total. Et combien il avait fait dans la KHL tout de suite après? Il a quand même marqué 19 buts en 49 matchs, 36 points, c'est excellent là, pour un jeune joueur. Non, il avait... Il avait 18 ans? 18-19, ouais. C'était son année 18-19. Okay. Tout de suite après son repêchage. On le regardait jouer aux Jeux olympiques, Alex et moi, puis on disait... Ça s'en vient. Quel coup de maître exceptionnel. Il va pas brûler la Ligue nationale, mais va être excellent dans la Ligue nationale. Et
finalement, cette saison à Seattle, ça me... Mais 18 buts au total là, cette année. Là. Ouais. Il y a quand même 16 buts en 48 matchs à Seattle. C'est un début d'éclosion. Ouais, mais les Jeux olympiques sont loin derrière. Là. Oui. Ça a pris du temps. Ça fait 5 ans de ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ça a pris du temps. Mais bref, oui, d'accord, il faut s'en méfier. Et il va falloir qu'il l'ait vu jouer. On sentait une frilosité là, de la part de Kent Hughes, moi j'ai trouvé. Il y avait un petit courant d'air qui est passé pendant le point de presse. Ce sont les séries éliminatoires de la LNH 2023. Objectif Coupe Stanley 2023. De Edmonton à Raleigh, en passant par Vegas et New York. Ce sont les séries éliminatoires 2023 de la LNH. Direction la Coupe Stanley. On va quand même parler un peu de l'autre affaire qui se passe. Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, les séries. Ah oui, vous l'avez, on l'a. Ouais. Je sais pas, on n'aura pas le temps de faire tout le tour. On donne pas beaucoup d'amour aux Hurricanes. La semaine prochaine, peut-être. C'est vrai qu'on en donne pas du tout. Moi, je pensais que ça allait foirer, puis pas du tout, en tout cas. Ça foire pas fort. Vous vous rappelez certainement que je leur avais prédit une finale de la Coupe Stanley. Non, je me rappelle pas de ça. Moi, j'étais pas là. Comme quoi, je me trompe pas tout le temps. Pas là. Non, on va y aller avec Toronto. À force de dire des niaiseries, à un moment donné, tu tombes C'est dessus. ça. C'est ça. Tu joues C'est quoi la... Tu joues les pourcentages. L'expression, c'est même une horloge brisée donne la bonne heure 2 fois par jour. Exact. C'est très bon. C'est très bon. Et puis, tu me fais penser, ça fait longtemps qu'on n'a pas cité Albert Einstein. Oui. Qui disait... Apparemment que c'est pas de lui, hein? Je pense que c'est pas la première fois que tu nous le... Ah oui. Parce que j'ai lu ça dans les derniers mois, puis ça m'avait choqué un peu. Qui dit la définition de la folie, c'est de toujours répéter la même chose en espérant un résultat différent. Et visiblement, c'est ce qui se passe à Toronto. C'était pas Marc Bergevin qui disait ça? Non, Marc, c'était... Marc, il était épais. T'as jamais... C'est lui, c'est un joueur, il est épais. Non, mais on a dit ça souvent des Maple Leafs, puis là, on pensait que... parce que c'est toujours la même formule, hein, on a notre noyau de 4 attaquants, puis là, à chaque année, on échange des choix de première ronde pour aller chercher des joueurs complémentaires. C'est toujours ça. Oui. C'est toujours ça. Puis là, cette année, on se dit, peut-être que Ryan O'Reilly, finalement, c'était le bon choix complémentaire, puis peut-être que finalement, de répéter toujours la même formule, ça va finir par donner des résultats, puis là, peut-être pas. Mais les Capitals ont fait exactement la même chose pendant 13 ans. Oui. Ils ont fini par gagner la Coupe Stanley. Intéressant. Je sais pas, tu sais. Mais les Leafs, c'est long quand même. 13 ans, je parle à partir de 2005-2006 quand Ovechkin est arrivé. C'était pas encore une puissance à ce moment-là. Là, j'exagère un peu, mais quand même. Puis ça n'a pas été long qu'ils sont devenus, par contre. Mais... les Leafs, les gros canons sont tombés en panne en même temps au mauvais moment. Là. Les 4, Tavares, Nylander, Matthews, Marner, n'ont aucun but dans cette série-là en 3 rencontres contre la Floride. C'est malheureusement vrai. Et c'était jamais arrivé plus d'un match de suite là, durant les 82 rencontres de la saison. Jamais plus d'un match de suite. Aucun de ces gars-là avait marqué un but. Je pense pas qu'un match de suite. Oui, là, ça, non, plus d'un match. Je pense pas que ça aide la lutte. Plus d'un match. Plus qu'un match. Ouais. Je comprends ce que je veux dire. La suite d'accord. étant 2, puis 3, puis 4. Tu comprends? On comprend. Mais c'était jamais arrivé. C'était un match, mais après ça, au second, il y en avait au moins un des 4 qui marquait. Là, c'est 3 rencontres d'affilée. Tout est là. De suite. J'ai changé, je vais dire petit synonyme. Tout est là, parce que, tu l'as dit, ils ont misé beaucoup de leurs œufs sur ce panier de quatuors-là. Là. Et il faut absolument qu'ils soient les meilleurs quand ça compte. Là, on enregistre avant le 4e match. D'ailleurs, ce calendrier-là commence à me tomber ses nerfs. Oui, ils ont long. eu 2 jours. Ouais. Encore, je pense que c'est arrivé aussi à la série avant le match. Ronde. On aurait aimé ça savoir ce matin si c'était le arrivé en première ronde, avant le match numéro 3 en Floride, puis avant le match numéro 4. Oui, vas-y, Martin. Écoute, cette série-là, on peut s'attarder aux résultats du quatuor des Maple Leafs, là, mais si on regarde cette série-là objectivement, si on s'attarde sur le processus, comme disent toujours les entraîneurs, après les 2 premiers matchs, il y a 3 matchs de jouer dans cette série-là, les Maple Leafs en ont dominé 2 à plate couture. Là. Et
si les meilleurs marqueurs des Maple Leafs ne sont pas marqués, c'est pas parce qu'ils n'ont pas été bons dans ces matchs-là. Il y a un match. Ils étaient mauvais dans le troisième match. Oui, dans le troisième, c'était épouvantable. Mm. Mais je me souviens, je pense que c'est dans le deuxième match. Austin Matthews a eu 7 chances de marquer de qualité dans ce match-là. Sergei Bobrovsky est en train de connaître un printemps à lac. Il est extraordinaire. Là. Il est redevenu, je ne sais pas si c'est un... Le double lauréat du Vézina. Je ne sais pas s'ils l'ont traité aux électrochocs ou quelque chose, mais il est redevenu ce qu'il était auparavant. Et normalement, les chances de marquer de qualité après les 2 premiers matchs, c'était 36-17 pour les Maple Leafs. Ils ont perdu 4-2 et 3-2. C'est l'équivalent. Puis là, t'aimes ça quand je fais des comparaisons de baseball, mais On est dû, là. ça peut arriver dans 2 matchs consécutifs où tous tes joueurs frappent la balle solidement, mais la balle tombe jamais. Là, il y a un facteur de hasard ou un facteur aléatoire dans le sport qui fait en sorte que le marqueur qui a 15% de réussite sur ses tirs, il y a une séquence à un moment donné, il va tirer 20 fois de suite, puis il ne va pas marquer. Puis il y a d'autres fois, il va marquer 4 fois sur 5 tirs. Alors, les Maple Leafs n'ont pas été chanceux dans les 2 premiers matchs, mais ce qui m'a vraiment inquiété, c'est que pour le 3e match, je me disais, ils vont ruer dans les brancards, ils vont virer la cabane à l'envers, ils vont reprendre le contrôle de cette série-là, et ils se sont écrasés totalement. Ouais. Et je voyais le langage corporel et le ton qu'Austin Matthews avait. C'est le leader de cette équipe-là, Austin Matthews. Et tu avais l'impression que... Tu avais l'impression que c'était terminé, là, que ses bagages étaient déjà faits. Alors, c'est très, très inquiétant, cette réponse-là. Ils n'ont pas combattu dans le match où il fallait vraiment... C'est un match pivot. Puis là, c'est Joseph Wall qui va être devant le... Enfin, j'ai envie de dire, parce que tu en parlais avant que les séries commencent. Moi, je trouve qu'il arrive un peu tard. Mais là, il arrive au bon moment pour que ta prédiction soit incroyable. Ça serait incroyable. Imagine, il renverse ça, il gagne en 7. Il arrive, il gagne 4 matchs de suite, ça serait incroyable. Mais c'est ça, Joseph Wall, moi, je trouve que c'est un très bon gardien. C'est un gars qui a gagné toute l'année, Ligue américaine, Ligue nationale, quand il est venu remplacer. Puis c'est peut-être, si ses coéquipiers lui donnent quelques buts ce soir et qu'il gagne ce match-là, ça va peut-être prolonger la série puis faire en sorte que quelque chose d'intéressant se produise, mais on s'entend, quand tu es en retard 0-3 dans la Ligue nationale, gagner... C'est beaucoup de travail. C'est arrivé 4 fois. Ah ouais. Tu me l'apprends. 4 fois sur 100... Sur de nombreuses fois. C'est ça. Alors, voilà. Tu disais ça parce que tout le monde le répète c'est marqué partout. C'est marqué, ça porte quand on rentre. Je peux te dire que les Kings l'ont fait en 2014. Ça c'est pas marqué partout. Je peux te dire que les Flyers l'ont fait en 2010. Ouais. Moi, j'ai d'ailleurs Daniel Brière été interviewé. Je peux te dire que les Islanders l'ont déjà réussi. OK. Et je pense que ce sont les Maple Leafs qui l'ont... alors voilà, si l'histoire nous apprend quelque chose. Je veux juste rebondir sur ce que tu disais par rapport au non-verbal, parce que c'est mon domaine d'expertise dans notre trio. Moi, les commentaires d'hier, là, alors qu'on est en pause, pas en pause, mais c'est ça, une journée de congé supplémentaire. Dans le vestiaire, ce qu'on a entendu, là, les clips que j'ai vus dans le vestiaire de Toronto, c'était « On s'en fout de ce que vous écrivez, on s'en fout de ce qui se dit dans les médias. » Non, mais je sais, mais... D'accord, mais ils font juste parler de ça, là, alors ça vient un peu illustrer ce que tu dis. Alors que dans le vestiaire des Panthers, c'est un match à la fois, on se concentre sur la tâche. Puis moi, ces 2 échos-là, c'est ce qui me fait dire que ça se peut très bien qu'il y ait un balayage, parce que j'aimerais croire que Wall débarque, que ça change la donne, puis qu'effectivement, on serait au match numéro 7. C'est très difficile de balayer une série, parce que, en tout cas, si tu fais face à une équipe qui a du caractère, tu peux pas... c'est difficile d'égaler le désespoir de quelqu'un qui lutte. Le niveau d'engagement. Le niveau d'engagement d'une équipe qui lutte pour sa survie quand tu as une avance confortable. C'est très difficile d'équivaloir ça dans un match. Alors, les Panthers, je pense, ont assez souffert dans leur existence en séries éliminatoires. Ils ont un groupe de vétérans. Ils sont très surprenants. Il va falloir leur donner du crédit. Matthew Tkachuk, je pense, a beaucoup transformé cette équipe-là. C'est fou. Puis, on a vu que c'est une équipe qui a du chien à Montréal. Tu te souviens le match à Montréal qui avait l'air d'un match de hockey junior de 1993 où ça se battait à la vie, à la mort pour 2 points de classement régulier. Donc, c'est une équipe qui a beaucoup de chiens. Alors, les Maple Leafs sont mieux d'attacher leur truc, mais je ne peux pas croire qu'ils vont se faire balayer. Et s'ils se font balayer comme ça... Sont-ils sur le bord de l'implosion? Ça va être l'implosion. Ça va être... Du concierge au placier. Brendan Shanahan, non?
Moi, Peut-être. j'irais jusque-là. Peut-être. Parce que, tu sais, ultimement, Ben, c'est lui le patron, là. J'ai une question, Vas-y une donc. observation que je fais depuis le début des séries. Quand on voit Kyle Dubas dans sa loge, il est toujours seul ou toujours avec un adjoint. Mais est-ce qu'on voyait pas Shanahan dans les années précédentes? Oui, souvent, ils étaient assis ensemble, il me semble. Ouais. Pas maintenant. Ouais. Fois Il veut cette plus saison. s'associer à lui. C'est pas. Carl Dubas? Non, je connais pas. Hein? Je connais pas. Quoi? C'est vrai? C'est vrai, c'est intéressant comme. C'est un petit pas de quelque côté chose que je là, trouve ouais, intéressant. ouais. Ouais. Tu dois être journaliste, toi. Mais ouais, non, en fait, je me demande, parce que l'implosion me semble évidente, ou presque, mais jusqu'où. Et enfin, on Ben, s'ennuiera pas. Va-t-elle toucher tout le monde? Tu sais, jusqu'à Ouais. quel point ça va toucher le cœur de l'équipe? Parce que les dirigeants, les entraîneurs, tout ça, C'est terminé, là. ça se remplace. Mais c'est plus difficile dans le cas des joueurs. Puis, Mais ils ont intérêt à replacer ça comme il faut, là, parce que Austin Matthews, son contrat se termine à la fin de la prochaine saison. exact. Il peut renégocier dès cet été. Là. Oui, mais Puis là, si- si c'est un nouveau directeur général qui arrive, Ouais. il va... Non, mais si tu t'appelles Toronto, tu veux absolument qu'il ait Oui. signé une offre de contrat cet été. Là, parce que tu ne laisses pas écouler sa dernière saison. Là, c'est sûr que non. Alors, s'il ne signe pas, ta décision, tu la prends cet été, début de l'automne. Là. Matthews et Nylander qui se terminent cette année. Mm. Donc, le ménage, après ça... Pas cette année, mais l'année prochaine. Mais ouais, C'est c'est ça. Donc, le ménage éventuel est suivi suivi de l'intrigue. Est-ce que les contrats seront... Est-ce qu'on parviendra à les garder ou pas? Donc, il va y avoir beaucoup d'actions si ça se termine Ouais. rapidement. Parce que moi, je suis pas de la philosophie. Là. Échanger Matthews, Marner. Tout ça. Ben Quand non. tu échanges un joueur comme ça, généralement, tu perds. Ben oui. Ça, tu perds ton échange. Joe Thornton, tu sais, pensez à n'importe quel échange de cette envergure-là. Wayne Sou- Gretzky, c'était bon pour les Oilers. Souvent. Ils ont gagné la Coupe. Oui, ben regarde. Non, mais attends un peu. Non, mais là, tu touches. C'est Mais intéressant, non, mais ça. il y avait. Tu peux. Écoute, non, mais attends un peu. Est-ce que tu peux perdre sur papier une transaction? Tu sais, disons. Ben oui. Ton regarde argument, c'est que si tu échanges Mitch Marner, mettons, il y a les 99% de chances que le meilleur joueur qui va faire partie de cette C'est transaction-là, sûr que c'est c'est Marner. Mitch Marner. Ouais. Mais est-ce que ça se peut que, parallèlement à ça, tu améliores ton équipe? Ben, pas sur le coup. Hein. Ça va vraiment dépendre de ce que tu vas faire après. Tu sais, les Bruins de Boston, quand ils ont échangé Thornton, ils ne se sont pas améliorés Non, sur le ça, coup. c'est non. Mais est-ce que tu sais, c'est possible? C'est ça la question. ben, ils ont fini par devenir une des puissances les plus pérennes de la Ligue nationale. Mais je mais pense c'est pas qu'il y ait pas- de lien. Je pense pas qu'il y c'est ait pas en lien. raison de Non, cet il y a pas de lien. échange-là Il y aurait du pu, tout, mais là. ça aurait pu. Ça- Mais quand tu échanges un gars qui a eu une année de contrat à faire, ben, à moins que ce soit une transaction assortie d'une signature, mais le meilleur exemple, je pense, la meilleure transaction de tous les temps qui a été faite d'un joueur super vedette contre plusieurs joueurs qui a réussi, c'est l'échange d'Éric Lindros. Peut-être, mais ça arrive. Pourquoi tu ris? Ben, parce que C'est peut-être le seul exemple Très où- éloquent. Ouais, ouais, C'est peut-être très le seul éloquent. exemple où l'équipe receveuse a eu le Un meilleur. peu, là. Peter Forsberg. Combien? 15 Mais juste millions. Forsberg en partant, Steve Duchesne. Un Ouais. gardien, deux. Combien t'en veux? Ouais. Ça n'a pas de commune mesure. tu sais. Non, Mais t'as raison. Mais, Oui, mais c'est sûr. Lindros, sans les blessures, peut-être que tout le monde aurait été content. Mais je pense que. Ben, ouais. les Flyers ont eu des Ils ont grandes été années. contents. quand même. Non, mais ils n'ont jamais gagné la Coupe. Non. Ce qui est quand même l'objectif. Mais tu as raison, ils ont eu des très belles années. Puis Lindros, en même temps, c'était écrit dans le ciel là, qu'il n'allait pas pouvoir jouer de cette façon-là très, très, très longtemps. Mais a eu des très grandes années. Puis je pense que pendant une courte période de temps, il a peut-être été le meilleur joueur au monde. T'sais, ça n'a pas duré longtemps. Mm. Il n'y a personne qui jouait comme lui. Là. C'était Ça, y a impressionnant. pas de doute. Ouais. Bon, parlant de qu'il n'y a personne qui joue comme lui, un mot sur l'autre corner. Ah, c'est bon ça. On a ouvert avec un corner, on va fermer avec un corner. On fait ça? C'est un beau lien. Merci. Ah, écoute, je commence à avoir un peu de métier. Tu as du métier, ça Un petit paraît. peu, un petit peu. Tranquillement. Alors, ce grand fantasme de la finale 100% canadienne en a pris pour son rhume. Ça tient cette un fil, semaine, ça tient à un- peine. Ouais. Mais est-ce qu'on pourrait quand même avoir... Ce serait quand même bien d'avoir une équipe canadienne en finale. Ah, Martin. Mais les Oilers sont très inquiétants. Ouais. Le pire ennemi des Oilers, C'est les sont Oilers. ce sont les Oilers. Dans le premier match, ils ont été... ils tirent de l'arrière 1-2 contre les Golden Knights. Dans les matchs 1 et 3, ça a été absolument épouvantable. Et c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir qu'ils ne sont pas capables d'acquérir une constance dans leur façon de jouer. Là, il y a des matchs, on dirait qu'il n'y a plus aucune notion défensive qui existe. On commet des erreurs. Des erreurs de base, là, tenter une passe avec un joueur adverse entre les deux, des jeux non complétés, des couvertures oubliées.
Ils sont indisciplinés aussi. Alors, quand tout va bien, quand la pétarade. Quand ils sont capables de prendre contrôle du momentum du match, on voit que leurs adversaires sont en grande difficulté. Mais là, à 5 contre 5, c'est toujours un problème d'affronter l'avantage numérique des Oilers, mais à 5 contre 5, Vegas domine depuis le début de la série. C'est 9-4 le pointage quand on joue à 5 contre 5 contre les Oilers. Et les Oilers sont indisciplinés. Devant le filet, ça a été très ordinaire aussi. Stuart Skinner n'a pas été extraordinaire. Et il me semble que le temps est venu de donner le filet à Jack Campbell. Ils ont un gardien à 5 millions. Skinner a eu peut-être la meilleure saison des deux, mais Campbell a de l'expérience des séries éliminatoires. C'est lui, je pense, qui leur a sauvé les fesses au premier tour quand on l'a... Dans le match numéro 4. Oui, quand on l'a inséré dans la rencontre. On l'a réinstallé sur le banc par la suite. Mais là, il faut qu'il se passe quelque chose. Puis, avant la série, dans mon analyse, je disais, Draisaitl et McDavid n'ont jamais été aussi bien entourés depuis qu'ils sont dans la Ligue nationale. Mais là, depuis le début de la série, il y a 2 buts seulement qui ont été marqués par les autres joueurs, les joueurs autres que Draisaitl et McDavid. 6 buts pour Draisaitl, dont 4 dans une défaite. 2 buts par McDavid, puis 2 buts pour le reste de l'équipe. À un moment donné, il va falloir que les joueurs de soutien se lèvent, là, parce que ça... Oui, Evander Kane court comme une poule, pas de tête sur la glace. Il joue à l'agitateur, mais... Hyman a l'air... Oui, il s'était réveillé en première ronde, mais Kane est là pour marquer des buts. Il va falloir que... Ouais, c'est un problème en ce moment, effectivement. Alors, ça aussi, c'est un match qui a lieu quelques heures avant notre enregistrement. Comme quoi, le sort. Hein? On parlait du sort tantôt, là. C'est pas une grosse semaine pour le sort. Fais tes devoirs, le sort. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Ou non, je pense que c'est bon. Parfait. Peut-être que le sort nous sourira davantage au cours des prochains jours. Non, c'est ça. Grosse soirée. Hein, c'est ce soir, mercredi. Pour le hockey canadien, grosse soirée. Donc, sinon, vous deux, ça va? Ça se passe bien. Ça va toi? Oui, ça va Ça bien. va? Okay. Est-ce que le slip... c'est notre 3e épisode dans le garde-robe. Est-ce que le slip est de plus en plus confortable ou est-ce que c'est devenu une deuxième peau ou c'est encore un peu... On est encore en ajustement. On est encore un peu en adaptation. Il reste la tapisserie à changer, mais pour ça, c'est quand même pas mal. C'est pas pire. Oui, ça a bien allure. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a des... C'est bien parce qu'il y a des auditeurs qui s'inquiétaient que l'on nomme plus le studio. Daniel Harvey. Daniel Harvey, notre opérateur de lift. Oui. C'est ça, on s'est plaint aussi qu'il n'était pas là la semaine passée. Oui. Donc on va... Jack, met ça sur notre feuille. On a une feuille, hein? Non. Pouvez-vous croire qu'on n'a même pas de feuille? Peut-être qu'on pourrait décorer le studio un peu, avoir une photo de Daniel sur son monte charge. Un pouce en l'air avec son rack de chaise à côté. Où est-ce que je les mets, les chaises? Ben, là, dans le fond, là-bas. OK, Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Lâche pas, mon vieux. C'était un plaisir. Et Martin Leclerc, notre phare dans la nuit, le rock, le pic, la péninsule. Le cap. Un privilège de vous retrouver chaque semaine, messieurs. C'est un privilège partagé. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire. Mais il n'y a pas de feuille. C'est cette émission. Oui, c'est signe la lentille. Merci, Jack. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.